Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo, consacrée à l'une de mes séries préférées, Doctor Who, qui revient avec sa première saison de cette nouvelle version 2024, produite et diffusée par Disney+. Un retour que j'attendais avec beaucoup d'impatience et de crainte, et je ne suis pas le seul, je pense. Dans cette rapide vidéo analyse de ce retour, ça va spoiler les 2 épisodes, vous êtes prévenus. Un débrief à chaud, et je dirais même plus à vif, car ça va piquer. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que bien que le premier épisode ait été satisfaisant, dès le second, Disney frappe fort. Et pas quand bien. Le comble, c'est qu'hier, j'étais prêt à m'excuser et à accepter mon erreur concernant la planète des singes. Mais là, ils pissent carrément sur l'une des meilleures franchises de tous les temps pour marquer leur territoire. Dans les épisodes anniversaires, déjà, ça avait fait tiquer, mais on avait tous l'espoir que, bon, ça irait. Alors que là, non. Dès les 2 premières minutes du 2e épisode, ils nous font bien comprendre que Doctor Who 2024 est un produit, car clairement toutes ces grandes franchises cultes sont juste des produits pour Disney. Un produit donc qui est destiné à leurs clients, donc des spectateurs habitués et même peut-être demandeurs de ce genre de wokerie. Ou moquerie, c'est au choix. Car même pour les LGBT+, qui sont concernés, je suis pas sûr que ça soit vraiment l'éclate. Mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus, on est plutôt là pour parler de cette nouvelle saison, et de tout ce qu'elle ouvre pour la suite de cet univers. Et puis, si jamais vous êtes choqué par mes propos juste avant, ou au contraire que vous souhaitez comprendre mon point de vue, je vous renvoie à l'une de mes vieilles vidéos sur justement la vision des LGBT dans la pop culture. Bon visionnage. L'épisode 1, Space Babies, commence par un rapide rappel de la fin de l'épisode de Noël, avec le départ de Ruby à bord du TARDIS, permettant donc une réintroduction du Docteur, de Gallifrey, des Seigneurs du Temps, du TARDIS, tout ça, mais vite fait. Juste suffisamment pour les nouveaux venus. Et puis, l'aventure commence. Tout d'abord, à l'ère des dinosaures. Pourquoi pas, et en même temps, il était temps que la série nous y emmène. Mais malgré ce passé lointain, ils vont quand même aux États-Unis pour contenter le nouveau public de chez Disney. Et après une petite blague sur le paradoxe de l'effet papillon, c'est vraiment reparti pour l'aventure. Et cette fois, dans le futur. Pour un remake d'Alien version Russell T Davies. Ici c'est cool car on retrouve bien le docteur un peu dingue et très enthousiaste version Ncuti Gatwa qu'on avait déjà apprécié fin 2023. L'interprétation est authentique et dynamique comme on aime. Un docteur qui porte sa série et se l'approprie de façon cohérente. Donc lui et Ruby débarquent dans un vaisseau spatial hanté par un monstre ressemblant à un xénomorphe de Wish. Et habité par des bébés flippants. Et comme ils le disent si bien, ils vont de bébé en bébé depuis leur rencontre. Après la petite, enlevée par les gobelins, c'est au tour des bébés de l'espace. Et ainsi, on reste dans la thématique de l'enfance perdue, de l'adoption et de la recherche de ses origines. Autant pour le docteur que pour Ruby, dont l'identité reste encore un mystère. Mais un mystère qui commence à se montrer dans cet épisode. Après le speech classique du docteur sur le TARDIS, le temps, le futur et l'espace, il nous refait son petit tour de tournevis sur le smartphone de Ruby, la connectant à son époque, ce qui est toujours sympa pour garder le contact. Puis vient le cringe, avec les bébés qui parlent et tout. C'est flippant, surtout leur bouche qui semble modifiée par IA, avec une animation plus qu'approximative. Et le coup du « et moi, le cauchemar ». Mais au final, ils sont un peu touchants, avec notamment leurs interrogations sur leur nature, ce qui permet un rapide message sur l'acceptation de soi et de la différence. Au cas où juste en sous-texte, ça serait trop difficile à comprendre pour nous. Et donc tous ces bébés chelous, puis un peu badass par la suite, ça c'est fun. Tous ces bébés vivent dans une station spatiale et semblent élevés par Nani, une intelligence artificielle. Mais en secret, il s'agit de la dernière adulte du vaisseau, qui explique enfin la situation à Ruby et au docteur quand il la trouve. Le vaisseau est bientôt perdu, trop vieux et sans entretien, et ils doivent tous le quitter pour un monde meilleur, une planète de réfugiés. Et désolé Disney, mais là aussi j'ai du mal à ne pas y voir un message politique. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Le gentil docteur propose évidemment son aide avec son TARDIS. Mais pour ça, il faudra passer le monstre, le croque-mitaine, l'espèce d'alien tout visqueux, et ainsi se lancer dans l'action. Ce premier épisode est donc vraiment un classique de Doctor Who. Une quête à la fois ridicule et dangereuse avec des enjeux bien plus profonds ou même métaphysiques. Surtout dès qu'un concept abstrait devient vivant. Comme ici, avec le besoin de fiction, de contes pour les enfants afin de se préparer au monde qui fait peur et qui fait donc apparaître un véritable monstre. Mais tout de même est ridicule car fait de morve. Du coup, en vrai, un coup de Stérimar et c'était fini. Stérimar, mieux respirer, c'est mieux vivre. Mais le docteur tente quand même, comme à son habitude, de protéger et sauver toutes les nouvelles espèces qu'il rencontre, quelles qu'elles soient. Rien de neuf de ce côté-là le concernant, c'est toujours notre bon vieux docteur. Et puis, tout est bien qui finit bien, avec là aussi une solution sortie de nulle part. Ou plutôt sortie de... Enfin, vous voyez. Donc un épisode écrit par Russell T Davies, à la fois original et digne de l'héritage de la série qu'on aime tant. Mais le plus palpitant dans cet épisode et cette nouvelle saison, c'est cette nouvelle direction plus fantastique. Avec notamment le mystère autour de Ruby qui s'effrite légèrement alors qu'un de ses souvenirs fait irruption dans le monde réel.
que ce soit au début ou même à la toute fin de l'épisode, quand le docteur, justement, comme souvent par le passé, lance une analyse de sa nouvelle compagne pour comprendre ce qu'il cloche, mais en secret, sinon, c'est pas drôle. Ruby n'est alors clairement pas humaine, c'est confirmé, ni une Time Lady contrairement à bon nombre de rumeurs, mais plutôt une hybride, tiens donc, les vrais savent, d'une humaine et d'un être bien plus puissant que le docteur, étrange et potentiellement ancien. Mais pour en parler, autant passer directement à l'épisode suivant. L'épisode 2 qui cette fois se déroule dans le passé, car on en revient à la tradition de un voyage dans le passé et un dans le futur pour le baptême du compagnon. Et malheureusement, un épisode qui a très mal commencé, ça sentait le Disney à plein nez, un peu comme les couches des bébés de l'espace juste avant. L'épisode commence non pas avec le docteur ou Ruby, mais en 1925 alors que le nouvel antagoniste de l'épisode apparaît, le Maestro. Et littéralement après même pas 2 minutes d'épisode, j'étais gavé dès sa première phrase. Disney qui en fait des caisses, le retour. Car le Maestro, quand il apparaît, corrige immédiatement son interlocuteur en affirmant que son pronom est Yel. Et ça m'a saoulé. L'épisode d'avant avait bien lancé le truc, et puis ça. Mais heureusement, après cette percutante intrusion idéologique, on se rend vite compte que Jinx Monsoon, l'acteur drague qui incarne le Maestro, est brillant. Son interprétation est géniale. Tout au long de l'épisode, il est excellent en diva excentrique. Surtout qu'il s'agit là d'une des forces primordiales. Un de ces dieux, plus anciens que l'univers, introduit dans l'épisode The Giggle avec le Toymaker. Le Maestro est même présenté comme l'enfant du fabricant de jouets. Il s'introduit même au docteur avec le rire, le giggle de son père. Et là où lui répandait le chaos à travers le jeu, le Maestro le fait avec la musique. On nous donne donc dès le début de la nouvelle saison un peu plus d'infos sur ce panthéon de la discorde, ces créatures surpuissantes qui seront les adversaires du docteur. Adversaires enfin à la hauteur de l'enfant intemporel, qui lui aussi est presque une divinité à présent. Même si, espérons que le combat ne sera pas trop simple pour le docteur, et qu'il ne s'en sortira pas toujours avec une pirouette comme au jeu de la balle, ou même là où ils auraient perdu sans l'intervention des vrais génies, Paul McCartney et John Lennon. Car en parlant d'eux et des Beatles, c'est au final une belle pirouette pour RTD. Car comme on avait pu le lire dans la presse, ils ont fait un épisode sur les Beatles mais sans avoir les droits de leurs chansons, ce qui paraissait bizarre. Mais là, avec le Maestro qui vole la musique, ça justifie complètement cette absence de leurs chansons. C'était très intelligent comme pirouette d'écriture tout en conservant le côté loufoque et second degré de la série. Chose aussi renforcée dans cet épisode par les nombreux regards vers la caméra ou les brisages du 4e mur de la part du Doc et du Maestro. Un peu comme si chacune de ces entités, à l'instar du Toymaker, altère tant la réalité qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une fiction. Là aussi, c'est plutôt fun. Tout comme le coup de la musique extra-diégétique du Docteur. Et donc le Maestro a volé la musique, car il se nourrit de toutes les chansons jamais écrites, comme une forme de frustration des artistes. Et donc quand la jeune Ruby demande au Docteur pour son premier voyage, ou plutôt son deuxième, d'assister à l'enregistrement de leur premier album, rien ne va plus. Nos deux voyageurs temporels se retrouvent dans une version bien triste des années 60. Permettant ici, pour le plus grand bonheur des fans hardcore de la série, de faire une référence à la première saison de la série originale. Quand le premier Docteur, qui maintenant on le sait n'était pas vraiment le premier, vivait à Londres avec sa petite fille. Un petit clin d'œil aux fans de longue date, genre on vous oublie pas. Même si bon, pour le reste, on est quand même très loin des grandes heures de la série. Et c'est aussi la première fois, il me semble, que le Docteur revient à cette époque depuis la série originale. Donc maintenant qu'il sait qu'il peut se croiser lui-même sans détruire l'univers, avec l'épisode des 50 ans ou encore le dernier de Capaldi, il prend le risque de croiser sa propre timeline. Ce qui reste dangereux, surtout pour nous, car il pourrait réécrire sa propre histoire, ou celle des personnages qu'il a croisés dans le passé. Et là, ça serait la porte ouverte à toutes les fenêtres pour Disney. Et tant qu'on est dans les dates, j'ai pas bien compris pourquoi il parle de juin ou juillet 2024. Dans l'épisode précédent, on les voit bien revenir à Noël, il y a encore les guirlandes au mur, mais ensuite, il parle de l'été. C'est bizarre. Même si en vrai, on sait que c'est le moyen qu'a la série depuis toujours de faire coller son histoire et ses voyages dans le temps avec le début ou la fin de ses saisons. Le tournevis, lui aussi, une grande tradition de la série, révèle encore une nouvelle feature de ouf dans cet épisode. Il coupe le son de la vie, rien que ça. Et pourquoi pas après tout, ça devient de plus en plus une baguette magique, mais ça marche, donc pour le moment, on va pas se plaindre. Comme avec les murs d'hologramme de Tennant pour le 60e anniversaire. Ainsi, on a la confirmation que tout est bien lié. Toutes ces divinités toutes puissantes qui datent d'avant l'univers, le fabricant de jouets, le Maestro et bien d'autres, avec le grand patron au-dessus, celui qui attend, et même probablement le père ou la mère de Ruby parmi eux. Et chacun ayant son propre pouvoir, ses propres règles, il faut donc les battre à leur propre jeu, littéralement. Ces diverses entités vont alors croiser la route du Docteur au fil de la, ou plutôt des saisons, justifiant par la même occasion l'utilisation de studios pour les séquences comme celle du piano du Maestro ou du théâtre du Toymaker. Un moyen de faire des économies de budget non négligeables pour Disney.
Mais intelligemment, car ce sont des sortes de mini-réalités qu'il contrôle et donc ça nourrit le lore. Pour en finir avec cette petite bande bien étrange, on remarque également à la fin que le maestro, comme le Toymaker, a laissé un peu de son pouvoir derrière lui, sur le fameux passage piéton, mais aussi chez nos amis qui se mettent à chanter. Après l'affrontement en bataille musicale qui marchait bien dans le contexte, on a un nouveau passage de comédie musicale, qui bien que plutôt fun ne deviendra pas une habitude, j'espère, tout en offrant un hommage à la chanson Twist and Shout des Beatles. Même sans les droits, ils y sont arrivés, donc tout de même, bien joué. Et donc, enfin ce qu'on attendait tous, plus d'infos sur Ruby. Le mystère s'épaissit, mais pour nous laisser entrevoir la vérité au bout du tunnel. Ici, le maestro parle de la chanson dans son âme, et aussi, à demi-mot, d'une sorte de pouvoir qu'elle aurait. Et il évoque aussi le jour de sa naissance, disant que lui, probablement le Big Boss, celui qui attend, et qu'il ne pouvait pas être sur Terre quand Ruby est venue au monde. Mais qui est vraiment celui qui ne pouvait pas être là? Est-ce l'un de ses parents ou une créature qui lui aurait donné ses pouvoirs? C'est encore trop vague, mais forcément, il y aura un lien. Peut-être est-elle aussi une de ses forces incarnées, une hybride comme je l'ai dit, ou une demi-déesse, mais en tout cas, une chose est sûre, apparemment c'est une anomalie. Voilà, j'en ai fini pour ce petit retour analytique rapide sur ces 2 premiers épisodes d'une saison qui s'annonce malgré tout très sympa. J'ai hâte de voir la suite et de la débriefer avec vous, notamment le prochain épisode, l'épisode 3, appelé simplement Boom, qui lui est écrit par nul autre que Steven Moffat. Alors abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne, et à très vite sur Anakaland. Bye!